Je m'appelle Camille Moreau. J'ai 31 ans. Samedi soir dernier, mon petit ami a annoncé devant un jardin rempli de monde que j'étais une relation temporaire. Il n'a pas utilisé ce mot exact, bien sûr. Maxime est plus subtil que ça. Mais parfois, quand quelqu'un est assez ivre et assez fier, la vérité finit par glisser entre deux blagues. Je vis dans une ville de taille moyenne en province, je travaille comme chef de projet pour une entreprise d'édition de logiciels médicaux, et jusqu'à il y a une semaine, je pensais que ma vie était plutôt stable. Pas extraordinaire, pas terrible, juste bien. J'avais un petit ami, un appartement en commun, un groupe d'amis, une routine. Je ne réalisais pas que ce que je vivais réellement, c'était une audition de 3 ans pour un rôle que je n'obtiendrais jamais. L'histoire commence vraiment à la fête de fiançailles de mon meilleur ami, Thomas. Thomas et moi nous sommes rencontrés à la fac. C'est l'une de ces personnes qui a réussi à grandir sans devenir blasé ou cynique. Sa fiancée, Chloé, est pareille. Ensemble, ils forment le genre de couple qui vous fait penser, d'accord, peut-être qu'être en couple peut vraiment être un espace de sécurité. La fête avait lieu dans le jardin de ses parents. Des guirlandes lumineuses tissées à travers les arbres, une arche louée ornée de fleurs blanches, une pyramide de coupes de champagne scintillant sous les ampoules. Le genre de scène chaleureuse et dorée que l'on verrait sur un tableau Pinterest de mariage. Maxime et moi sommes arrivés en retard parce qu'il n'avait pas pu quitter le bureau plus tôt, encore une fois, même si nous étions au courant de cette fête depuis des mois. Il m'a embrassé sur la joue dans la voiture, a vérifié son reflet dans le rétroviseur à 2 reprises et a dit « Essayons de ne pas ramener la soirée à nous, d'accord ?» Sur le coup, je pensais qu'il voulait dire qu'il souhaitait que la soirée soit consacrée à Thomas et Chloé. Plus tard, j'ai compris qu'il préparait juste le terrain au cas où je réagirais mal à ce qu'il s'apprêtait à faire. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et nous vivions depuis 2 ans dans ce que tout le monde appelait l'appartement de Maxime. J'avais entendu cette phrase tellement de fois qu'elle ne m'interpellait même plus. Tu rentres chez Maxime ce soir? Waouh, l'appart de Maxime est vraiment super. Il a vraiment réussi sa vie, hein? Je me contentais toujours de sourire et d'opiner du chef. Corriger les gens me semblait mesquin. Et puis, quelle importance de savoir quel nom figurait réellement sur le bail? Je sais. Nous y viendrons. Le jardin était déjà bondé quand nous sommes entrés. Des rires, de la musique, le léger tintement des verres. Chloé s'est illuminée en nous apercevant, me serrant dans ses bras en premier, puis Maxime. Elle sentait la vanille et la laque pour cheveux. Vous êtes là, a-t-elle dit. Les boissons sont par là. Thomas fait les 100 pas comme un futur père dans un couloir d'hôpital. Maxime a ri et a tapé amicalement dans le dos de Thomas quand nous l'avons rejoint. Le grand jour, mec. T'es sûr d'être prêt? Thomas a souri de toutes ses dents. Absolument. Je me souviens avoir observé la façon dont Chloé le regardait à ce moment-là, un regard constant, doux, comme si tout son corps s'était relâché dans cette évidence. J'ai ressenti un petit pincement au cœur que j'ai ignoré. Maxime s'est dirigé droit vers le champagne. Je m'en suis tenu à l'eau gazeuse, il fallait bien que quelqu'un conduise pour rentrer. Nous avons dérivé vers des conversations séparées. Moi avec d'anciens amis de la fac. Lui avec le groupe plus bruyant près du bar. De temps en temps, j'entendais son rire s'élever au-dessus de la musique. Il est magnétique quand il le veut. Les gens gravitent naturellement autour de lui. Avant, je trouvais ça charmant. Dernièrement, ça commençait à me donner l'impression de me tenir dans l'ombre du projecteur de quelqu'un d'autre. Je discutais de son nouveau travail avec une ancienne colocataire quand j'ai remarqué qu'un petit cercle se formait autour de Maxime près du buffet. Les têtes étaient penchées vers lui, les épaules tremblaient de rire. Sa voix flottait à travers le jardin, plus forte que nécessaire. La petite sœur de Chloé, Léa, est apparue à mes côtés. « Viens voir », a-t-elle dit en glissant son bras sous le mien. Il raconte une histoire sur un week-end en camping. Ça a l'air hilarant. Mon estomac s'est noué. Le voyage en camping de l'été dernier. Nous avions oublié le gonfleur pour le matelas pneumatique et avions fini par dormir à même le sol. Ça avait été contrariant, certes, mais aussi plutôt drôle. Nous avions mangé des barres de céréales dans le noir en faisant semblant d'être des candidats dans une émission de survie. Du moins, c'est comme ça que je m'en souvenais. Nous nous sommes glissés dans le cercle juste au moment où le groupe éclatait de rire. Et elle restait juste là, allongée à pleurnichet, disait Maxime,
faisant une imitation dramatique et exagérée de ma voix. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Comme si je pouvais faire apparaître un matelas par magie à partir d'épines de pin. Quelques personnes m'ont jeté des regards avec de petits sourires d'excuses rapides en remarquant que j'avais rejoint le cercle. Maxime ne m'a pas calculé. Il était en pleine représentation. Mais ça, c'est tout Camille, a-t-il poursuivi en faisant un vague geste dans ma direction avec sa coupe à moitié vide. Mademoiselle, et c'est la fin du monde alors que ce n'est clairement rien du tout au point. Le groupe a gloussé, bien que les rires se fassent plus discrets maintenant. J'ai fait un sourire crispé. Maxime s'était montré de plus en plus critique ces derniers temps, mais généralement en privé, présenté sous forme de retours constructifs ou de blagues. Voir ça atterrir sur les visages d'un cercle d'inconnus, les regarder essayer de décider s'ils devaient en rire ou non, c'était différent. Plus réel. Et vous deux, c'est pour quand les fiançailles, a soudainement demandé quelqu'un. Je n'ai pas vu qui. La question a simplement flotté dans le cercle et y est restée suspendue comme un brouillard. Vous êtes ensemble depuis presque aussi longtemps que Thomas et Chloé, non, a ajouté Léa en toute innocence. Il y a eu un temps de silence. J'ai ouvert la bouche pour sortir notre phrase standard, on n'est pas pressé. Maxime a recraché du champagne par le nez en pouffant. Oh, ne vous inquiétez pas, a-t-il dit fort en s'essuyant la bouche du revers de la main. Je ne la laisserai pas faire sa demande. Un murmure de rire gêné a parcouru le groupe. Je pourrais trouver tellement mieux. Et juste comme ça, l'atmosphère a changé. Le cercle est devenu silencieux. Quelqu'un a toussé. Le bourdonnement de la musique et des conversations du reste du jardin m'a soudain semblé très lointain. Maxime ne l'a pas remarqué, ou a fait semblant de ne pas le remarquer. Il s'est penché en avant, d'un air comploteur, bien que sa voix porte parfaitement. Écoutez, Camille, elle est. Il a fait un geste vague de haut en bas pour me désigner. Elle fait l'affaire pour le moment. Un boulot stable, elle cuisine pas mal, elle n'est pas complètement embarrassante en public la plupart du temps. Un autre petit rire forcé. Mais le genre de fille qu'on épouse pour la vie? Sérieusement. Personne n'a ri. J'ai senti mon visage devenir brûlant, puis étrangement froid. Mes doigts se sont engourdis autour de mon verre. Il a continué. Elle manque tellement d'ambition que ça en fait mal. 3 ans au même poste. Aucune promotion, aucune vraie motivation. Son salaire a atteint son plafond depuis longtemps. Et puis elle est ennuyeuse, les gars. Genre, rester à la maison un samedi soir pour regarder des documentaires sur les ponts. L'ennui total. Léa a tressailli. L'une de mes anciennes amies fixait le sol. Et ne me lancez pas sur sa famille, a ajouté Maxime en levant les yeux au ciel. Sa mère l'appelle encore 2 fois par semaine. Vous imaginez ces gens-là comme beaux-parents? L'horreur. Pendant une seconde, j'étais sûr d'avoir mal entendu. Ma mère, qui m'envoie des recettes de soupe et me rappelle de me reposer, transformée en arme pour faire une blague. Quelque part à travers le jardin, j'ai vu Thomas se figer au milieu de sa conversation, ses yeux fixant le silence de notre cercle. L'expression de Chloé s'est durcie. Bref, a dit Maxime en terminant son verre avec une grande gestuelle. Je garde mes options ouvertes. Juliette du service marketing m'envoie des messages, et elle est en bonne voie pour devenir directrice régionale. Ça, c'est de la vraie ambition. Il a fait un clin d'œil à l'un de ses amis. Juliette. Le nom m'a frappé comme un coup sourd. Il l'avait déjà mentionné de manière désinvolte. Elle est cool. Le courant passe bien, avait-il dit. Ne sois pas parano avec ça. Ma poitrine s'est serrée si fort que j'ai cru que je faisais vraiment une crise cardiaque. Mais sous l'humiliation, sous le choc, autre chose s'est éveillée. Du soulagement. Parce qu'à ce moment-là, en voyant la pitié dégoûtée sur le visage de Chloé et la façon dont les yeux de Léa brillaient d'une gêne par procuration, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas le premier signal d'alarme. C'était juste le plus bruyant. 3 mois plus tôt, je passais devant la salle de bain quand j'ai entendu la voix de Maxime par-dessus le bruit de la douche. Au début, j'ai cru qu'il me parlait. Non, je ne vais pas rester avec elle à long terme, disait-il. Un ton léger, désinvolte. J'attends juste la période des primes. Ça sert à rien de cracher sur l'argent. Je suis resté là, une main posée sur l'encadrement de la porte,
à l'écouter me décrire à sa sœur comme un tremplin, une situation intermédiaire, un bouche-trou. Je ne l'avais pas confronté ce soir-là. À la place, j'avais fait quelque chose qui m'avait surprise moi-même. J'avais ouvert le tiroir où nous gardions nos documents administratifs. Bien que nous vivions là depuis 3 ans, bien que tout le monde appelle ça l'appart de Maxime, le bail avait toujours été au nom d'une seule personne, moi. Je l'avais signé avant même de commencer à sortir avec lui. Je l'avais renouvelé 2 fois. Le loyer était prélevé sur mon compte. J'avais même négocié une clause de résiliation anticipée avec un préavis réduit, presque comme une réflexion après coup. Il n'avait jamais pris la peine de le lire. Pendant qu'il planifiait sa sortie, j'avais commencé à planifier la mienne. De retour dans le jardin de Thomas, la sœur de Chloé m'a doucement touché le bras. Camille. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Maxime, qui semblait enfin remarquer le silence. La façon dont les yeux des gens ne brillaient plus d'amusement, mais de quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. J'ai posé mon verre encore plein sur la table la plus proche. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air, ai-je dit calmement. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé Maxime une seule fois de plus. J'ai traversé le jardin, passant devant les guirlandes lumineuses et les chaises soigneusement alignées, passant devant l'endroit où Thomas avait répété son discours de demande en mariage la semaine précédente, passant devant tout ce que je pensais que ma vie était censée être. Je suis sorti par le portail latéral, le loquet cliquant doucement derrière moi. Puis je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé dans l'allée, et j'ai conduit non pas pour rentrer à la maison, mais vers l'appartement qui avait toujours été légalement le mien. Sauf que cette fois, je n'y retournais pas en tant que petit ami. J'y retournais en tant que locataire principal. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Si vous aviez demandé à n'importe lequel de nos amis, ils auraient juré que l'appartement appartenait à Maxime. Il entretenait cette image avec soin. Des commentaires désinvoltes sur mon appart, des propositions d'organiser des soirées entre mecs, des vantardises sur le fait que son propriétaire était cool. Je pensais avant que c'était juste de l'ego. Je n'avais pas réalisé que c'était aussi une répétition pour une sortie où il s'attendait à partir avec le décor en place, accessoires inclus. Quand je me suis garé dans le parking souterrain ce soir-là, mes mains étaient fermes sur le volant. Mon cœur aurait dû battre à tout rompre. Au lieu de ça, j'avais l'impression d'avancer dans un scénario dont j'avais déjà lu la fin. Je me suis garé à ma place habituelle, ma place, celle inscrite sous mon nom sur le bail, et je suis resté assise là un moment, écoutant le moteur cliqueter en refroidissant. En haut, au 4e étage, dans l'appartement 4B, notre vie était encore étalée exactement comme il aimait raconter l'histoire. Sa place, nos affaires, mon avenir. Il n'avait aucune idée que l'histoire avait déjà été réécrite. J'ai pris l'ascenseur au lieu des escaliers, observant nos reflets flous dans les murs en miroir. La Camille qui était arrivée ici il y a 3 ans, et celle qui partait ce soir. Le même visage, mais une colonne vertébrale différente. Le couloir sentait légèrement le dîner brûlé de quelqu'un. Un chien a aboyé 2 portes plus loin. C'était tellement, agressivement normal que pendant une seconde folle, je me suis demandé si je ne surréagissais pas. Puis j'ai de nouveau entendu sa voix dans ma tête. J'attends juste la période des primes. Ça sert à rien de cracher sur l'argent, pas vrai? J'ai déverrouillé la porte de chez lui avec ma clé. L'appartement était silencieux, sombre, exactement comme nous l'avions laissé. Le canapé sur lequel il s'effondrait toujours la tête la première après le travail. L'étagère de livres que j'avais acheté et qu'il n'avait jamais touché. Le cadre qu'il avait insisté pour accrocher de travers parce que la perfection, c'est ennuyeux. J'ai posé mon sac sur le comptoir de la cuisine et j'ai marché droit vers le placard de l'entrée. C'est là que je gardais le bail. 3 mois plus tôt, après avoir surpris sa stratégie de sortie, je l'avais sorti avec des mains tremblantes. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce que je cherchais, mais j'étais certaine d'avoir besoin de quelque chose de solide, quelque chose de réel que je pouvais tenir et qui n'était pas sa version des faits. Ce que j'y avais trouvé, c'était ma propre écriture, ma propre signature, mon nom seul sur toutes les lignes qui comptaient. Camille Moreau, locataire. Pas Camille et Maxime, pas de colocataire, juste moi. J'avais signé le bail initial avant même de le rencontrer. Quand il s'agissait de le renouveler, il repoussait l'enveloppe d'un geste de la main. « T'es meilleur avec la paperasse », disait-il en cliquant sur son ordinateur portable. « Dis-moi juste où signer si j'ai besoin de le faire. »
Il n'en a jamais eu besoin. Ce soir-là, stupéfaite et bizarrement calme, j'ai relu chaque clause comme si ma vie en dépendait. C'est là que je l'avais trouvé. L'article 16b, la clause de résiliation anticipée que j'avais négociée lors de mon emménagement parce que mon entreprise était connue pour ses mutations soudaines. À l'époque, c'était juste pratique. Maintenant, c'était une bouée de sauvetage. J'avais appelé le propriétaire le lendemain matin. Monsieur Bernard, un homme d'une soixantaine d'années, à la voix douce, qui avait hérité de l'immeuble de son frère. Je lui avais dit que j'envisageais de partir plus tôt que prévu. Je n'avais pas donné de date fixe. J'avais juste posé des questions. Il m'avait rappelé la pénalité financière équivalente à 2 mois de loyer, et m'avait confirmé très clairement qu'en tant que seul titulaire du bail, je pouvais résilier sans le consentement de quiconque. Je me souviens avoir raccroché et fixé le mur, sentant que l'univers venait discrètement de me tendre une clé que je n'avais pas réalisé avoir demandé. À partir de ce moment, le compte à rebours avait commencé. Je ne suis pas parti en claquant la porte. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai même pas traité Maxime différemment. Je suis allé travailler. J'ai préparé le dîner. J'ai écouté ses jérémiades sur ses collègues fainéants et ses managers incompétents. J'ai hoché la tête quand il me traitait de trop sensible parce que je lui demandais d'arrêter de faire des blagues sur ma famille. Mais en toile de fond, j'ai construit ma voie de secours. J'ai commencé à regarder les annonces pendant mes pauses déjeuner. Des quartiers calmes, une bonne luminosité, des baux d'un an au mois. Rien de spectaculaire, juste un endroit à moi. Après environ 2 mois de recherche discrète, je l'ai trouvé. Un petit 2 pièces à l'autre bout de la ville, parquet au sol, un minuscule balcon, une cuisine qui n'était pas aussi belle que la nôtre, mais qui semblait plus honnête d'une certaine manière. Aucune illusion partagée ne s'y rattachait. J'ai signé le bail 3 semaines avant la fête de fiançailles de Thomas. J'ai programmé quelques livraisons de meubles, des choses basiques, un cadre de lit, un canapé d'occasion, une petite table en choisissant des dates flexibles car je ne savais pas exactement quand je déménagerais. Je savais juste que je le ferais. De retour dans l'appartement 4B, le soir de la fête, j'ai sorti mon ensemble de valises de sous le lit. Le bruit des roulettes grattant contre le sommier m'a paru absurdement fort dans le silence. J'ai ouvert ma garde-robe et j'ai commencé par l'essentiel. Vêtements de travail, jeans, pulls, sous-vêtements. J'ai plié chaque article soigneusement, comme ma mère me l'avait appris quand j'avais emménagé dans ma première chambre d'étudiante. J'avais moins l'impression de fuir que de reprendre mes droits. J'ai ensuite pris mes documents importants. Passeport, acte de naissance, relevé bancaire. Je savais où tout se trouvait car j'avais déjà fait le parcours à blanc dans ma tête une 12aine de fois. Ensuite, les choses sentimentales. La photo de mes parents et moi à la plage. Le collier de ma grand-mère, le livre de poche corné que mon meilleur ami m'avait offert au lycée avec des notes dans les marges. Tout est rentré dans 3 valises et 2 sacs de sport. J'ai agi rapidement mais sans précipitation. Il y a une sorte de paix étrange qui accompagne le fait d'agir enfin selon une décision que l'on a déjà prise dans son cœur. La télé est restée. La grosse et coûteuse machine à café qu'il adorait est restée. La console de jeu, le meuble bar, l'enseigne en néon ridicule qu'il avait exigé. Tout ça, c'était soit à lui, soit acheté en commun. Je m'en occuperai plus tard, ou pas du tout. Une fois la dernière fermeture éclair fermée, je suis allé dans le salon et j'ai pris mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à Bernard, propriétaire. Il a répondu à la 2e sonnerie. Allô? Bonjour Bernard. C'est Camille, du 4B. Ah, oui, Camille. Tout va bien? Sa voix était chaleureuse, familière. Je l'ai imaginé dans son petit bureau au bout de la rue, entouré de décennies de clés et de dossiers papier. Je vous appelle pour exercer formellement la clause de résiliation anticipée, ai-je dit. Ma voix sonnait bizarrement comme celle d'une avocate. L'article 16b. Je paierai la pénalité des 2 mois, bien sûr. Très bien, a-t-il dit lentement. J'ai entendu le froissement de papier. On peut traiter ça. Il faudra que vous signiez un formulaire de décharge. Vous déménagez quand? Ce soir, ai-je répondu. Je vous enverrai le paiement demain. Il y a eu un bref silence. Ce soir, a-t-il répété. Est-ce que tout va bien? Ça ira, ai-je répondu honnêtement.
Puis j'ai hésité. Est-ce que je peux vous demander un service? Ça dépend du service, a-t-il dit avec douceur. Quand mon petit ami rentrera ici, Maxime, vous aurez probablement de ses nouvelles. Je crois qu'il pense que c'est son appartement. Il y a eu un malentendu à ce sujet. Pourriez-vous lui laisser un mot écrit? Juste quelque chose qui stipule clairement que le bail a toujours été à mon nom, que j'ai exercé la clause de résiliation anticipée, et que tout arrangement futur devra se faire directement entre vous et lui. Bernard a expiré lentement, le son grésillant sur la ligne. Je peux faire ça, a-t-il dit. Le bail est uniquement à votre nom, Camille. C'est ça qui compte. Je vais le mettre par écrit et le laisser à l'intérieur de l'appartement comme un avis officiel. Merci, ai-je dit. Je vous en suis reconnaissante. Après avoir raccroché, j'ai jeté un dernier regard autour de l'appartement. Le canapé où j'avais enduré d'innombrables marathons Marvel parce que c'était ce qu'il voulait regarder. L'îlot de cuisine où j'avais préparé des dîners élaborés pendant qu'il levait à peine les yeux de son téléphone pour manger. Le mur de cadre que j'avais passé un week-end à arranger pendant qu'il jouait en ligne avec ses potes, criant occasionnellement des suggestions depuis la chambre. C'était fou de voir à quel point tout avait l'air différent une fois qu'on en retirait le narratif. J'ai fait rouler mes valises jusqu'à la porte, j'ai éteint les lumières et j'ai fermé à clé derrière moi. La clé s'est enclenchée solidement dans la serrure. Dans l'ascenseur, sous l'éclairage néon blafard, j'ai de nouveau croisé mon reflet. Mes yeux étaient fatigués, mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la détermination. J'ai traversé la ville en voiture jusqu'à mon nouvel appartement. Le GPS me guidait, même si j'avais déjà mémorisé le trajet virage par virage depuis des semaines. L'immeuble était plus calme, plus ancien. Pas de couloir en béton ciré ni d'art contemporain dans le hall. Juste des murs beiges, un escalier qui grinçait un peu, et la légère odeur de la lessive de quelqu'un. J'ai déverrouillé ma porte. Pas de clé partagée, pas d'histoire commune, juste une serrure, une seule propriétaire de l'histoire de l'autre côté. À l'intérieur, l'appartement était presque vide, un matelas posé au sol là où le cadre de lit irait demain, quelques cartons avec les basiques pour la cuisine, la petite table que j'avais fait livrer plus tôt, au cas où. J'ai posé mes valises contre le mur et je me suis assise sur le matelas nu, en gardant mes chaussures. Le silence m'a enveloppé. Pas un silence froid, juste honnête. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais en sécurité. Mon téléphone a vibré sur le sol à côté de moi. 1h38 du matin. Maxime, t'es passé où? J'ai regardé les petits points clignoter pendant qu'il tapait à nouveau. Un autre message. Camille, c'est pas drôle. Tout le monde demande où tu es. Puis, tu boudes sérieusement pour une blague? Grandis un peu et rentre à la maison. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre terre. 10 minutes plus tard, il a de nouveau vibré, puis encore. La confusion s'est transformée en irritation. L'irritation en rage pure et simple. Les messages se sont accumulés. Accusations, exigences, excuses peu convaincantes, puis d'autres insultes quand il a vu que je ne réagissais pas. À un moment donné, Bernard a dû déposer l'avis et faire sa dernière inspection, car le ton des SMS a brusquement changé. C'est quoi ce bordel avec cet avis de résiliation de bail? T'es folle? Tu peux pas me virer de chez moi. Je suis resté allongé là, sur le matelas, dans la pénombre, à écouter le ronronnement de mon nouveau frigo et ma vie d'avant imploser en temps réel, notification après notification. Au matin, j'avais 53 SMS et 29 appels en absence. À midi, les chiffres seraient encore plus élevés, les insultes plus tranchantes, les accusations plus dramatiques. Mais allongé dans cette pièce vide, à fixer le plafond, j'ai réalisé quelque chose de simple et d'indéniable. Il pouvait bien penser que l'appartement était à lui. Le bail et mon avenir disaient le contraire. À 7 heures du matin, mon téléphone était devenu une zone de guerre. Je me suis réveillé avec l'écran qui s'allumait et vibrait contre le parquet toutes les quelques secondes, des dizaines d'appels manqués, une chaîne de messages si longue que je devais faire défiler l'écran. Et 3 nouveaux messages vocaux avec ces petits points rouges qui ressemblaient à des alarmes. Je me suis assise sur le matelas, les cheveux emmêlés, la gorge sèche, et j'ai fixé le rectangle lumineux comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Puis j'ai fait quelque chose auquel Maxime ne se serait jamais attendu. Je n'ai pas paniqué. J'ai documenté.
J'ai pris des captures d'écran de tout. Chaque insulte, chaque phrase suppliante, chaque accusation, même les heures d'envoi. C'était étrangement méthodique, comme si je scellais les artefacts de la fin d'une longue et étrange époque. Le dernier message qu'il avait envoyé dans la nuit datait de 4h52 du matin. Maxime, tu m'as laissé à la rue. Quel genre de personne fait ça? À la rue, dans l'appartement qu'il n'avait jamais payé. Dans le foyer qu'il avait utilisé comme arme contre moi. J'ai bloqué son numéro après la dernière capture d'écran. Le silence qui a suivi a fait l'effet d'une fenêtre qu'on vient d'ouvrir pour aérer. Mon estomac a gargouillé. Je n'avais rien mangé depuis les amuse-gueules de la fête. J'ai préparé des toasts dans ma nouvelle cuisine, en les beurrant avec un couteau émoussé que j'avais jeté dans un carton, et j'ai failli rire de voir à quel point l'instant semblait domestique. Comme une matinée normale dans une vie normale. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne à nouveau. Thomas. J'ai répondu immédiatement. Camille, qu'est-ce qui s'est passé bordel? Maxime dit à tout le monde que tu l'as abandonné et que tu l'as laissé en plan chez toi. Chez toi. Ces mots m'ont frappé comme un rayon de soleil chaud. Thomas, ai-je dit en m'asseyant sur le plan de travail, comme je le faisais dans son ancienne chambre d'étudiant. Il faut que tu t'assoies. Il s'est exécuté. J'ai entendu le raclement de la chaise. Je lui ai tout raconté. Sans drame, sans colère, juste la vérité, pièce par pièce. Le discours d'humiliation publique de Maxime, son coup de téléphone sur sa stratégie de sortie des mois plus tôt, la révélation sur le bail, ma planification silencieuse, et mon déménagement d'hier soir. Il y a eu un long silence. Puis Thomas a soufflé un grand coup. Mon Dieu, Camille, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Tu n'étais pas censé le savoir, ai-je répondu doucement. Il faisait très attention. Non, non, a dit Thomas, la voix se durcissant. C'est une vraie ordure. J'ai entendu Chloé en fond. Mais le haut-parleur, a-t-elle dit. Puis, plus fort, Camille, ma chérie, on est de ton côté. J'avais envie de lui jeter mon verre à la figure hier soir. Un petit rire m'a échappé. Moi aussi. La voix de Chloé a adopté ce ton d'énergie protectrice de grande sœur qu'elle utilisait rarement. Mais quand elle le faisait, la terre tremblait. Il est venu chez nous ce matin, a-t-elle dit. Mon cœur s'est arrêté. Pardon? À 8h, a-t-elle poursuivi, il tapait à la porte comme un fou. Il a dit que tu avais disparu et qu'il avait besoin de ton adresse. Thomas a renâclé en arrière-plan. Comme si on allait lui donner ça. Chloé a ajouté, je lui ai dit que s'il ne partait pas immédiatement, j'appelais la police. Il est parti. La chaleur a envahi mon visage. De la colère, de la gratitude, de l'incrédulité. Je suis tellement désolé qu'il vous ait mêlé à ça, ai-je murmuré. Ne t'excuse pas, a dit Chloé. On est tes amis. Te protéger n'est pas une corvée. J'ai dégluti difficilement. C'était la première fois ce matin-là que je sentais la brûlure des larmes. Après avoir raccroché, j'ai enfin ouvert ma porte d'entrée pour récupérer la petite plante en pot que Chloé avait insisté pour m'offrir quand j'avais signé le nouveau bail. Elle avait mieux survécu au déménagement que ce que je pensais. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais mon instinct m'a dit de décrocher. Allô? Une longue inspiration, puis, c'est Sylvie, du service de sécurité de votre entreprise. Ma colonne vertébrale s'est raidie. Tout va bien, ai-je demandé. Je pensais que vous deviez savoir, a-t-elle dit prudemment, qu'un homme correspondant à la description de votre ancien compagnon a essayé de pénétrer dans le hall de votre lieu de travail ce matin. Il a fait un scandale quand l'accueil a refusé de lui ouvrir. Ma mâchoire s'est contractée. A-t-il dit ce qu'il voulait? Oui. Il a dit qu'il devait vous parler. La sécurité l'a escorté vers la sortie. J'ai fermé les yeux. Sylvie a continué, votre manager a demandé à ce que vous preniez quelques jours de congé personnel. Ils ont donné l'ordre à l'accueil de ne le laisser passer sous aucun prétexte. La gêne, le soulagement, la peur, la gratitude. Tout m'a frappé en même temps. Merci, ai-je dit, de m'avoir prévenu. Nous sommes là si vous avez besoin de quoi que ce soit, a-t-elle ajouté. Sincèrement.
J'ai mis fin à l'appel et je me suis assise à la minuscule table de ma nouvelle cuisine. C'est à ce moment-là que la première fissure est apparue dans mon armure émotionnelle. J'ai mis mon visage dans mes mains et je me suis autorisé à ressentir tout ça, juste une minute. Pas l'humiliation, pas la trahison, mais l'épuisement. 3 ans à marcher sur des œufs. 3 ans à m'entendre dire que j'étais trop extrême, ou trop émotive, ou trop sensible. 3 ans à m'entendre dire que je comprenais mal des blagues qui m'atteignaient comme des flèches. Le pire n'avait pas été les insultes à la fête. C'était à quel point je n'avais pas été surprise. Mon téléphone a encore vibré. Un autre numéro inconnu. Je me suis figé. Puis j'ai vu l'aperçu. Maman, Maxime vient de débarquer à la maison. Une onde glaciale a traversé ma poitrine. J'ai ouvert le message en entier. Maman, il a dit que tu traversais une crise et qu'il avait besoin d'aide. Je l'ai fait entrer pour l'écouter. Appelle-moi. J'ai fixé l'écran, le cœur battant à tout rompre. Parce que ma mère est gentille. Trop gentille. Le genre de personne qui pense que tout le monde est animé de bonnes intentions si on les laisse parler assez longtemps. Maxime savait manipuler la gentillesse comme un voleur manipule une serrure. J'ai appuyé sur appeler. Elle a répondu à la première sonnerie. Ma puce. Maman, est-ce qu'il est encore là? Non, a-t-elle dit. Il est parti il y a 10 minutes. J'ai relâché un souffle que je ne m'étais pas rendu compte de retenir. Je lui ai dit, a-t-elle continué, la voix plus ferme maintenant, que s'il te contactait encore, par notre intermédiaire ou autrement, j'appellerai la police pour harcèlement. J'ai cligné des yeux. Tu as dit ça? Oui. Une pause. Camille, je n'aime pas la façon dont il a parlé de toi, ni la façon dont il m'a parlé. Je n'ai jamais eu confiance en son sourire. Trop répété. J'ai ri doucement, l'incrédulité se mêlant au soulagement. Merci, ai-je dit. Vraiment. Rentre à la maison quand tu veux, a-t-elle répondu. On est de ton côté. Toujours. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis adossé à ma chaise, fixant les petites fissures dans la peinture du plafond, sentant mon pouls commencer enfin à ralentir. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la fête, ça m'a frappé. Maxime ne perdait pas les pédales parce que j'étais parti. Il perdait les pédales parce qu'il avait perdu le contrôle de l'histoire, et les gens comme lui supportent très mal de perdre le contrôle. J'ai cru brièvement que le chaos allait se calmer maintenant que ma famille et mes amis faisaient bloc. Mais j'avais tort. Le masque suivant était sur le point de tomber, et cette fois, ce ne serait pas le sien. Il appartiendrait à la femme dont il disait qu'elle n'était qu'une collègue. L'email est arrivé ce soir-là. J'étais assise sur le sol de mon nouvel appartement, les genoux ramenés contre la poitrine, l'ordinateur portable en équilibre sur un carton étiqueté et trucs de cuisine, quand je l'ai vu apparaître dans ma boîte de réception. De Juliette. Objet, je pense qu'il faut que tu vois ça. Mon estomac a fait un bond. Juliette. La Juliette. Celle en bonne voie pour devenir directrice régionale. La vraie ambition. Juste une collègue. Juliette. J'ai hésité une bonne minute avant de l'ouvrir. Bonjour Camille. Tu ne me connais pas personnellement, mais je m'appelle Juliette, je suis au service marketing. Je ne savais pas que Maxime et toi étiez encore ensemble. Il m'avait dit que vous aviez rompu il y a des mois. Je me sens malade en t'écrivant ça. Il a prononcé ton nom aujourd'hui. Il a dit que tu avais pété les plombs sans raison et que tu te servais de cette histoire d'appartement pour le punir. Quelque chose me semblait louche. Un collègue m'a prise à part après le scandale qu'il a fait dans le hall ce matin et m'a dit que sa version ne collait avec. Eh bien, rien du tout. Je l'ai confronté et il a fini par admettre que vous étiez encore ensemble jusqu'à très récemment. Je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Il a menti. J'ai pensé que tu devrais voir certaines de nos conversations pour connaître la vérité. Capture d'écran en pièces jointes. Juliette. Mes mains tremblaient pendant que je cliquais sur la première image, puis la suivante, et la suivante. Maxime lui envoyait des messages tard le soir, l'appelant sa motivation, disant qu'il y avait de l'alchimie entre eux, qu'elle le stimulait d'une manière que sa copine n'avait jamais pu faire, qu'il serait bientôt de nouveau célibataire. Bientôt. Pendant ces mois où il dormait encore à côté de moi.
Une capture d'écran a crispé ma mâchoire. Maxime, Sophie était pareille, étouffante, dramatique. Camille est au moins plus discrète à ce sujet, mais elle n'est pas mon idéal sur le long terme non plus. Sophie. Son ex-petite amie. Il la décrivait toujours comme folle, obsédée, pathétique. Il la dépeignait comme la méchante de chaque histoire. Maintenant, en lisant le ton de ses messages, le schéma était clair. Charme en public, mépris en privé, cycle répété de dévalorisation, de remplacement, et de réécriture de l'histoire. Un frisson m'a parcouru les bras. J'ai répondu « Bonjour Juliette. Merci de m'avoir envoyé ça. Je te crois. Tu n'as rien fait de mal. Lui, si. Et tu mérites mieux que d'être mêlé à ces mensonges. Camille. » Dans les minutes qui ont suivi, elle a répondu « Si tu as besoin de quoi que ce soit de ma part, même une déclaration pour ton entreprise, je suis là. Je suis vraiment désolé. » Je la croyais. Pour la première fois depuis le début de ce gâchis, quelqu'un lié à Maxime ne le défendait pas. Quelqu'un le voyait tel qu'il était. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé contre le carton, ressentant un étrange mélange de justification et de chagrin. Parce que même si je l'avais quitté, mon corps portait encore la mémoire de l'avoir cru. Chaque manipulation psychologique, chaque rejet, chaque petit recablage de la réalité qu'il avait opéré au fil des années. J'ai ouvert l'application de mémos vocaux. Ma psy m'avait demandé d'enregistrer mes pensées au lieu de les laisser tourner en boucle silencieusement. Alors, j'ai lancé l'enregistrement. Il m'a minimisé, ai-je dit à voix haute, fixant l'ombre du plan de travail de la cuisine qui s'étirait sur le sol. Il m'a transformé en une version plus petite de moi-même, morceau par morceau, jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer où finissait sa voix et où commençait la mienne. Et je l'ai laissé faire. C'est ça qui fait le plus mal. J'ai fait une pause. Mais je le vois, maintenant. J'ai arrêté l'enregistrement. C'est là que mon téléphone a vibré. Un autre email, cette fois de Maxime. L'objet était aussi prévisible qu'exaspérant, il faut qu'on parle. J'ai cliqué. Camille, je veux dissiper le malentendu. Tout ce qui s'est passé à la fête n'était qu'une blague. Tout le monde le savait. Tu t'es ridiculisé en surréagissant. Je suis prêt à te pardonner d'être parti comme ça. On fait tous des erreurs quand on est sous le coup de l'émotion. Juliette ne représente rien. C'est une séductrice et ça ne voulait rien dire. Je lui ai dit que tu prenais une blague beaucoup trop à cœur. Rien de tout ça n'est assez grave pour mettre fin à une relation. J'ai toujours vu un avenir avec toi, mais tu dois apprendre à contrôler tes émotions avant qu'on puisse parler de projets à long terme. Appelle-moi pour qu'on puisse réparer ça. Maxime. Réparer. Un mot qu'il utilisait comme on utiliserait une clé à molette. Froid, mécanique, transactionnel. J'ai expiré lentement et en contrôlant mon souffle. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'en avais fini. J'ai cliqué sur répondre. J'ai joint un seul fichier audio, chronologie-départ.m4a. Celui que j'avais sauvegardé 3 mois plus tôt, celui où il disait à sa sœur qu'il me quitterait après la saison des primes. Celui où il riait de m'avoir trouvé utile jusque-là. Dans le corps de l'email, je n'ai rien tapé. J'ai cliqué sur envoyer. Une rupture nette, une fin silencieuse. J'ai fermé mon ordinateur portable et laissé le silence de l'appartement s'installer autour de moi. Pour la première fois, je ne me préparais pas à affronter son prochain accès de colère, sa prochaine insulte, sa prochaine petite pique déguisée en inquiétude. J'étais libre. Mais l'histoire n'était pas terminée, car Maxime n'était pas la seule personne qui avait besoin d'être confrontée. Il y avait encore la question de l'appartement, les dernières démarches légales, et la vérité que je devais affronter sur mes propres schémas de comportement, et pas seulement les siens. Je ne le savais pas encore, mais les 10 jours suivants allaient m'apporter une clarté que j'avais fui pendant des années. Et un moment auquel je ne m'attendais pas du tout, un message de quelqu'un dont je pensais ne plus jamais entendre parler. Mais ça vient plus tard. Pour l'instant, la seule chose que je ressentais, allongé sur le dos, fixant le plafond, c'était cette paix. Une vraie paix, inébranlable. Le genre de paix qui ne survient qu'après que les masques soient enfin tombés. Pour lui. Et pour moi. Maxime n'a pas répondu ce soir-là. Ni au fichier audio.
Ni au silence qui a suivi. Ni à la vérité que j'avais placée dans sa boîte mail comme un miroir auquel il ne pouvait échapper. Pour un homme capable d'inventer une histoire de toutes pièces et de hurler de rage face à une porte verrouillée, cet audio était la seule chose avec laquelle il ne pouvait pas argumenter. Sa propre voix l'avait acculé. Au matin, je m'attendais à une explosion. Plus de messages, plus d'accusations, plus de théâtralité. Au lieu de ça, je me suis réveillé avec rien. Un calme total, absolu. Les gens pensent que le silence est paisible. Mais si vous avez déjà été avec quelqu'un qui se nourrit de chaos, le silence peut ressembler à l'œil du cyclone. Une pause avant que les débris ne volent. J'ai préparé du café dans ma nouvelle petite cuisine et j'ai attendu. Toujours rien. Vers midi, j'ai reçu un email. Pas de Maxime, mais de Bernard, mon propriétaire. Bonjour Camille. Je voulais vous tenir au courant. Maxime a déménagé hier après-midi. Il a essayé de prétendre qu'il était le résident principal et qu'il avait des droits légitimes sur le logement. Je lui ai montré le bail et votre avis de résiliation. Il est parti en moins de 10 minutes. Clé rendue. L'appartement est maintenant vide et sécurisé. Faites-moi savoir si vous avez besoin de copies de quoi que ce soit pour vos dossiers. Bien à vous, Bernard. J'ai fixé l'écran, un peu abasourdi. Maxime, l'homme qui se pavanait dans cet appartement comme s'il possédait chaque mur, était parti sans se battre dès l'instant où quelqu'un lui avait présenté la seule chose qu'il ne pouvait ni charmer, ni intimider, ni manipuler, des papiers, une signature, la vérité noir sur blanc. J'ai transféré l'email à moi-même 2 fois par précaution, et j'ai souri. Pas un sourire triomphant, pas même un sourire de soulagement. Juste une satisfaction tranquille. C'était enfin terminé. Ou du moins, je le pensais. Pas même 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un appel de ma mère. Ma puce, a-t-elle dit, la voix enjouée d'une façon que je n'avais pas entendue depuis des années. Ton père et moi voulions juste te dire. Bien joué. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Pour t'en être sorti, a-t-elle répondu simplement. Ton père a dit, et je cite, il était temps. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire, le genre de rire que je ne m'autorisais plus avec Maxime. Ma mère a continué, il a aussi dit, si cet homme ose un jour s'approcher à nouveau de toi, je l'escorterai personnellement jusqu'au commissariat de police. Je me suis pincé l'arête du nez, souriante. S'il te plaît, dis à papa de ne pas aller le chercher. Oh, il ne le fera pas. Elle a fait une pause. Mais il est fier de toi. Nous le sommes tous les deux. Tu t'es choisi, toi. Tu t'es choisi. Les mots ont résonné profondément. Après avoir raccroché, je me suis assise à nouveau par terre, au même endroit où j'avais ouvert l'email de Juliette, au même endroit où j'avais envoyé l'enregistrement à Maxime, et j'ai laissé ces mots s'installer dans ma poitrine comme des pierres chaudes. Mais plus tard dans la soirée, il s'est produit quelque chose qui a de nouveau tout bouleversé. Ma boîte mail a émis un signal sonore. Objet, excuse et preuve, Laurent, service marketing. Pendant une seconde, j'ai cru à un spam. Mais non. Laurent. L'homme dont Maxime s'était vanté à la fête. Le directeur régional avec qui il prétendait flirter. J'ai ouvert le message. Bonjour Camille. Je suis vraiment désolé de t'envoyer un message de nulle part, mais je me suis dit que tu voudrais avoir ça. Je n'avais aucune idée que Maxime était en couple. Il m'a dit qu'il était célibataire. Ça fait des semaines qu'il me parle. Quand j'ai découvert ce qui s'était passé à la fête de fiançailles et ce qu'il racontait, je me suis senti malade. Je t'envoie des captures d'écran de tout ce que j'ai de mon côté pour que tu connaisses la vérité. Je suis désolé que tu aies été mêlé à ça. Tu ne méritais pas ça. Laurent. Les captures d'écran étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Maxime se plaignait de moi. Maxime flirtait. Maxime suggérait qu'il allait bientôt améliorer ses options de rencontre. Maxime se faisant passer pour la victime d'une petite amie peau de colle, ennuyeuse et coincée dans la routine. Mais ce qui m'a frappé le plus, ce ne sont pas les messages eux-mêmes. C'était le fait qu'un parfait inconnu avait plus d'honnêteté et d'intégrité dans son petit doigt que Maxime n'en avait dans tout son corps. J'ai simplement répondu, merci Laurent. J'apprécie ton honnêteté. Prends soin de toi. Camille.
Quand j'ai fermé mon ordinateur portable, le soleil se couchait. Une lumière chaude, couleur miel, se répandait sur le sol nu. Le genre de lumière qui adoucit tout, même les fins. J'avais été en mode survie pendant si longtemps que l'immobilité me paraissait étrangère. Alors j'ai fait quelque chose d'ordinaire. J'ai mis mes chaussures et je suis parti marcher. Sans destination, sans contrainte de temps, sans personne qui m'attendait pour critiquer la durée de mon absence. Juste moi. J'ai marché devant un petit parc, regardant un enfant en bas âge courir après une bulle de savon. Je suis passé devant un café que Maxime qualifiait toujours de connerie pour bobo hors de prix, devant une peinture murale représentant un phénix renaissant de ses cendres. Je me suis arrêté pour la fixer plus longtemps que prévu. Une femme poussant une poussette s'est arrêtée à côté de moi. Magnifique, n'est-ce pas? Oui, ai-je murmuré. Ça l'est vraiment. De retour à mon appartement, un message vocal de ma psy m'attendait. Camille, je sais que cette semaine a été intense. N'oubliez pas que le traumatisme, ce n'est pas seulement ce qui arrive. C'est ce que l'on porte après. Soyez douce avec vous-même. Je me suis assise sur le bord du matelas, toujours par terre, et je me suis enfin autorisé à ressentir quelque chose que je n'avais pas goûté depuis des années. De l'espoir. Pas pour une nouvelle relation, pas pour un arc de rédemption dramatique. Juste de l'espoir pour moi. Pour la version de moi-même que je n'avais pas vue depuis longtemps. Sans complexe, lucide, inébranlable. Le lendemain, j'ai retrouvé Thomas et Chloé pour déjeuner. Ils m'ont serré dans leurs bras comme si je rentrais d'un long voyage, et non d'une rupture compliquée. Chloé m'a serré les mains de l'autre côté de la table. Tu as l'air plus légère. Je me sens plus légère, ai-je admis. Thomas a levé son verre, à Camille, pour avoir choisi le respect d'elle-même. Nous avons trinqué, et quelque chose en moi s'est dénoué. Plus tard dans la semaine, quand je me suis sentie prête, je suis allé prendre un café pour un rendez-vous détendu. Rien de sérieux, juste de la conversation, des rires, des sourires gênés. Un rappel qu'une interaction normale et respectueuse existait. Mais le moment le plus surprenant est survenu par un après-midi calme, 10 jours après la fête de fiançailles. J'étais en train de ranger quand j'ai reçu une notification email. Pas d'objet, pas de nom, juste une adresse que j'ai reconnue. Sophie. L'ex de Maxime. J'ai eu le souffle coupé. J'ai cliqué. Camille, tu ne me connais pas, mais j'ai entendu ce qui s'est passé. Ce n'était pas seulement toi. Il m'a fait exactement les mêmes choses. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas dramatique. Tu n'es pas le problème. C'est lui. Si jamais tu as besoin de quelqu'un qui comprend, je suis là. Sophie. J'ai refermé l'ordinateur portable lentement. Pendant un long moment, je suis juste restée assise là, à me sentir comprise par une inconnue qui avait vécu mon histoire avant moi. Et c'est là que j'ai réalisé. Ce n'était pas seulement la fin d'une relation. C'était la fin de l'oubli de moi-même. J'ai expiré longuement et calmement, comme si je relâchais des années d'apnée sans même savoir que je retenais ma respiration. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti libre.